on avait déjà fait la toute première partie de la question A. Donc question 1A, on nous demande de calculer trois probabilités, sachant que x suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Donc on nous demande de nous donner la valeur approchée à 10-2 près de P de mu moins sigma inférieur ou égal à x inférieur ou égal à mu plus sigma. Et on a vu, jeudi dernier, si je ne dis pas de bêtises, que pour calculer ce genre de probabilité, il fallait se ramener à la loi normale centrée réduite de façon à pouvoir utiliser la table de valeurs. Et pour ce faire, donc on retire mu et on divise par sigma. Donc mu moins sigma moins mu divisé par sigma, bah ça va nous faire moins 1. X moins mu sur sigma, c'est cette fameuse variable aléatoire associée à x mais centrée et réduite que l'on a notée x étoile. Et mu plus sigma moins mu divisé par sigma, ça nous fait 1. Donc on doit calculer cette probabilité, sachant que bien sûr là-dedans x suit la loi normale centrée réduite. On l'a fait exprès. On ne peut pas calculer directement tout ça, mais on va pouvoir se ramener grâce à un exercice que l'on a fait précédemment, je crois que ça doit être le 28, c'est ça. Dans le 28, on a vu que la probabilité que x étoile, donc une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, soit comprise entre moins a et a, c'est deux fois la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, donc sachant que ici bien sûr a ça sera 1, moins 1. Ici, ce p de x inférieur à 1, on retrouve la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire cette fonction que l'on a appelée phi. Donc 2 fois phi de 1 moins 1. Et ensuite, pour trouver phi de 1, on regarde dans la table. Quand on fait ce calcul, quand on recherche la valeur dans la table et qu'ensuite qu'on multiplie par 2 et on retire 1, on trouve environ 0,6826, ce qui arrondi à 10-2 près nous donne environ 0,68. Donc si x suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, la probabilité d'être entre mu moins sigma et mu plus sigma est d'environ 0,68. Chose que l'on peut dire autrement, vous avez environ 68% de chance d'être entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est-à-dire de vous trouver à moins d'un écart type de la moyenne. La moyenne ici, je devrais plutôt dire l'espérance, c'est mu. Et vous êtes entre mu moins sigma et mu plus sigma, donc vous êtes à moins d'un écart type de mu. Et donc ça, 68% de chance. Ensuite, on va faire la même chose avec x, non pardon, c'est mu moins 2 sigma, x mu plus 2 sigma. Évidemment ici, je vais avoir la probabilité, quand je retire mu et que je divise par sigma, j'aurai la probabilité d'être entre moins 2 et 2 pour x étoile. Et je vais aller un petit peu plus vite. Je passe ces étapes-là. On obtiendra donc 2 phi de 2 moins 1. Là aussi, je regarde ma table et je trouve environ, d'après la table qui donne des valeurs à 4 chiffres, 0,9544, ce qui vous donne environ 0,95. 95% de chance de vous trouver à moins de 2 écarts types de la moyenne. Ensuite, donc, il s'agit de calculer la probabilité d'avoir mu moins 3 sigma x mu plus 3 sigma. Donc ça, c'est la probabilité d'être entre moins 3 et 3 pour x bar, c'est-à-dire 2 fois phi de 3 moins 1. Et là, la table nous donne 0,9974. Et on nous demande un arrondi à deux chiffres. À deux chiffres, c'est 1. En d'autres termes, avec la loi normale de paramètres mu et sigma carré, vous avez toutes les chances d'être entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. En d'autres termes, avec la loi normale, vous êtes toujours, ou en tout cas presque toujours, à moins de 3 écarts types de la moyenne. Deuxième question. On nous demande de montrer que la fonction de densité fx atteint un maximum qui vaut 1 sur sigma racine de 2pi en mu et qu'il y a des points d'inflexion dans sa courbe.
puisqu'on nous parle de point d'inflexion, on va être obligé de s'intéresser à la convexité, la concavité. Et pour ça, ça serait bien pratique si on pouvait dériver 2 fois la fonction. Évidemment, on le peut, puisque cette fonction fx, elle est évidemment de classe C infini sur R. Donc comme elle est de classe C infini sur R, elle est de classe C2. Donc d'une part, je vais pouvoir la dériver pour avoir ces variations, et je pourrais même la dériver 2 fois pour étudier sa convexité. Donc je me donne x appartenant à R, et je vais calculer fx' de x. Notre fonction, je le rappelle ici, fx de x, pour tout x appartenant à R, c'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Donc voilà notre fonction de densité que l'on va dériver. Alors évidemment, ça paraît compliqué parce qu'il y a une fraction, il y a du sigma, il y a du 2pi, mais ce bloc-là n'est jamais qu'une constante. Donc, pas de problème. Je l'aurais écrit tel quel, ça ne dépend pas de x. Ensuite, cette chose-là, c'est de la forme exponentielle de u, qui se dérive en u' exponentielle u. Donc il faut dériver le contenu de l'exponentielle. Même chose, le moins le 2 sigma carré, ça ne dépend pas de x, ce sont des constantes. Donc on a juste le x moins mu au carré à dériver. Et là aussi, je vous rappelle que quand vous dérivez u au carré, vous obtenez 2u'. Donc ensuite, j'ai le moins et le 2 sigma carré que je vais conserver. Et il faut que je dérive x moins mu au carré avec cette formule-là. Donc j'aurai 2 fois u', la dérivée de x moins mu, c'est 1. Et ensuite, u, c'est x moins mu. Ça se fait assez bien. Et puis après, j'ai l'exponentielle qui est la même que celle-là, je n'ai qu'à la recopier. Donc c'est une dérivée qui paraît compliquée à calculer, mais si on fait ça par morceaux, ça se passe très bien. Ensuite, ici, on va avoir une simplification. Ensuite, au dénominateur, j'ai sigma multiplié par sigma au carré, donc je vais avoir du sigma au cube, racine de 2pi. Au numérateur, j'ai 1 et 1 multiplié, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai moins x moins mu que je peux réécrire en mu moins x. Exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Ça, c'est fait. Maintenant, si on regarde bien les choses, une exponentielle, c'est toujours positif. Le dénominateur ici, sigma, c'est un réel positif. Racine de n'importe quoi, c'est positif. C'est aussi positif. Donc pas de problème, je peux dire que f'x de x est du même signe que mu moins x. Et je peux faire mon tableau de signes très facilement. Donc j'aurai le signe de f'x de x. Et ensuite j'aurai les variations de fx. Ici, mu moins x, ça va changer de signe en mu. Quand x est plus petit que mu, vous avez mu moins un nombre plus petit, c'est positif. Quand x est plus grand que mu, mu moins un nombre plus grand que x, c'est négatif. Donc vous avez ces variations-là pour la fonction de densité. Donc très clairement, fx admet un maximum en x égale mu. Et il faut donc que je calcule fx de mu. Je remonte un tout petit peu. Quand je remplace là-dedans x qui est à ce seul endroit par mu, ça vous fait mu moins mu 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et il ne reste que ce coefficient-là. Donc 1 sur sigma racine de 2pi. Donc on va dériver une seconde fois notre fonction. Donc je reprends un x appartenant à R. Et ici, il va falloir que je dérive ça. Le sigma cube racine de 2pi, c'est toujours une constante.
Donc ça, je le remets devant pour éviter que ça m'embête. Ensuite, on a un produit. On a quelque chose de la forme u multiplié par v. Donc il faut calculer la dérivée de mu moins x. La dérivée de mu moins x, c'est moins 1. Multiplié par l'exponentielle. On passe beaucoup de temps à recopier des choses, mais finalement, pas trop à travailler. Plus, on a le mu moins x, et ensuite il faut dériver l'exponentielle. Mais ça, on l'a déjà fait. La dérivée de l'exponentielle, on avait trouvé moins x moins mu sur sigma carré multiplié par l'exponentielle. Donc multiplié par moins x moins mu sur sigma carré multiplié par l'exponentielle. Je réutilise ce qui a été fait avant. Et maintenant, on va simplifier tout ça. Bien sûr, là-dedans, déjà, on va pouvoir mettre l'exponentielle en facteur. Donc on aura moins 1 plus mu moins x. Le moins, je l'intègre là-dedans. Mu moins x encore sur sigma carré. Le tout facteur de l'exponentielle. On n'y touchera plus à l'exponentielle. Maintenant, il faut gérer ça. Je vais tout mettre au même dénominateur. Si je mets tout au même dénominateur, ici je vais avoir moins 1 multiplié par sigma carré, donc ça me fera moins sigma carré. Ici j'ai mu moins x, donc mu moins x au carré, le tout sur sigma carré, exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Le sigma carré qui est là, je peux le multiplier ici, ça me fera 1 sur sigma puissance 5 racine de 2pi, mais qui reste une constante. Dans la parenthèse qui est là, vous avez quelque chose de la forme a au carré moins b au carré. Donc a moins b multiplié par a plus b. Mu moins x plus sigma. Ici, il y a même une parenthèse en trop. Le tout multiplié par l'exponentielle. Et là encore, cette chose-là est positive. C'est une exponentielle, donc c'est positif. F seconde x de x est du même signe, pour la même raison qu'au-dessus. Que mu moins x moins sigma, facteur de mu moins x plus sigma, qui est en fait une fonction du second degré, mais qui est donnée sous forme factorisée. Ce premier morceau, il s'annule en mu moins sigma. Ce deuxième morceau, il s'annule en mu plus sigma. Et on a le tableau de signes suivant. Donc ici, on aura le signe de f seconde x de x. Une première annulation en mu moins sigma, une deuxième en mu plus sigma. Cette chose-là est du second degré, donc ça va dépendre du coefficient a. Quel va être le coefficient a? Quand je vais multiplier mes deux parenthèses, pour avoir du x carré, c'est le moins x ici qui va être multiplié par le moins x là. Moins x multiplié par moins x, ça nous fait plus x carré, donc le a vaut 1. Et donc signe d'un second degré, on a ça. Donc on a une première annulation avec changement de signe en mu moins sigma, une deuxième annulation avec changement de signe en mu plus sigma. Donc fx a, c'est la courbe qui a, donc la courbe de la fonction fx a deux points d'inflexion en mu moins sigma et en mu plus sigma. Et voilà ce qui conclut cette question petit b. Dans la question C, on nous demande de démontrer quelque chose de relativement simple, montrer que fx de mu moins x égale fx de mu plus x. Toujours pareil, je prends un réel x. Fx de mu moins x, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma. Alors non, c'est pas x moins mu au carré parce que c'était pas fx de x. Donc j'ai mu moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré, parce qu'ici j'ai mu moins x, donc ici j'ai mu moins x.
ce qui me fait 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle de moins. Ici, dans ma parenthèse, il me reste juste moins x au carré sur 2 sigma carré. Mais vous savez tous que moins x au carré et x au carré, c'est la même chose. Donc, sigma racine de 2pi, exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré. Voilà pour le fx de mu moins x. On remplace, on fait le calcul, on simplifie au maximum de ce que l'on peut. Ensuite, une nouvelle page, je vais calculer fx de mu plus x. Là, c'est encore plus simple. 1 sur sigma racine de 2pi, c'est juste long à écrire, moins mu plus x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Et là, il va juste nous rester directement x. Donc là, on aura fini. 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle de moins x carré sur 2 sigma carré. Et on reconnaît fx de mu moins x. Donc on vient de démontrer que pour tout réel x, fx de mu moins x égale fx de mu plus x. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? Eh bien, la droite d'équation x égale mu est un axe de symétrie pour la courbe. Donc la question D, on nous demande de tracer un schéma de la courbe. Dans le premier cas, c'est avec mu égale 2, sigma égale 1. Si on regarde ce que l'on a fait au-dessus, en fait, la courbe de la fonction de densité pour cette loi normale, on va l'obtenir à partir de la courbe de densité de la loi normale centrée réduite, et on va lui faire subir quelques transformations. Donc on aura une courbe en cloche pareille, mais qui sera plus ou moins large, plus ou moins haute, et pas forcément placée au même endroit en fonction des paramètres mu et sigma. Ici, on a mu égale 2, donc on connaît l'axe de symétrie de la courbe, on connaît aussi son maximum, qui se placera ici en 2. Donc je vais essayer de faire toutes les courbes schématiquement sur la même courbe. Donc ici on a l'origine, ici je vais mettre le 1 sur... alors sigma ici vaut 1, donc ici 1 sur racine de 2pi. 0, 1, 2. Donc je sais que pour ma première courbe, l'axe de symétrie va être ici. Je sais que le maximum sera en 1 sur racine de 2pi. Donc j'aurai un maximum qui sera là. Et je connais aussi mes points d'inflexion. Mes points d'inflexion, ils vont être en mu moins sigma, qui vaut 2 moins 1, 1. Et mu plus sigma, 2 plus 1, 3. Donc je vais avoir un point d'inflexion ici. Et un point d'inflexion ici. Et donc ma courbe, je vais la tracer en vert par exemple, je vais avoir un point d'inflexion ici, donc je vais avoir quelque chose comme ça, là, où la courbe, elle va passer de dessous la tangente à au-dessus, et je vais avoir la même chose ici. Donc globalement, j'ai ma première inflexion là, j'ai ma deuxième inflexion là, alors c'est qu'un schéma, hein. Mais voilà la courbe qui correspond à mu égale 2, sigma égale 1. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour mu égale 0 et sigma égale 1 demi. Le mu moins sigma, ça me fait moins 1 demi. Le mu plus sigma, ça me fait plus 1 demi. Et il me faut mon 1 sur sigma racine de 2pi. J'ai donc 1 sur 1 demi racine de 2pi. Ça vaut 1 sur 1 demi, 2 sur racine de 2pi. En d'autres termes, ça vaut le double. Donc je vais avoir un axe de symétrie qui sera l'axe des ordonnées, un maximum qui sera ici, une première inflexion en 1 demi, quelque part ici, une deuxième en moins 1 demi. Donc vous remarquez que la courbe elle va être plus haute, mais elle va être beaucoup moins étendue. Donc ici je dois avoir mon inflexion ici, alors c'est pas forcément simple à dessiner, surtout avec le stylet.
Donc on va avoir quelque chose comme ça. Même chose ici. Voilà, cette partie-là, elle est quand même un peu mieux dessinée. Donc ça, c'est cette courbe-là. Donc on a une courbe plus haute, beaucoup moins étendue. Le mu indique la position de la cloche. Et le sigma, il nous donne à la fois l'étendue de la bosse, entre guillemets, et sa hauteur. Plus vous avez un sigma qui va être petit, plus la bosse va être haute, et moins elle va être étendue. Plus vous avez un sigma qui est grand, plus vous allez avoir une bosse qui va être basse, mais au contraire qui va être large. On n'oublie pas que l'air sous la courbe, de toute façon, doit toujours être égal à 1, sinon on n'aurait pas de densité de probabilité. Et dernier cas, que je vais écrire ici, vous avez toujours donc mu égale 0 et sigma égale 3 demi. Donc vous allez avoir un mu moins sigma qui vaut moins 3 demi, un mu plus sigma qui vaut 3 demi, et le 1 sur sigma racine de 2pi, qui vaudra donc 1 sur 3 demi racine de 2pi, c'est-à-dire 2 tiers sur racine de 2pi. Je vais choisir encore une autre couleur. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le bleu, là il est très bien. Donc le 2 tiers sigma, il va à peu près se trouver ici. Le moins 3 demi, il va être à peu près là. Donc ça sera une première inflexion. Donc la deuxième, elle va être quelque part par là. Et donc on va avoir une courbe qui va être comme ça. Donc elle va être très évasée. Mais elle va être encore moins haute. Donc voilà les schémas de courbes que l'on peut faire. Donc deuxième question qui n'a plus rien à voir. On part cette fois sur une loi normale particulière avec mu égale 6000 et sigma égale 400. Et on va s'intéresser à un cheptel, donc un troupeau de vaches. Et on s'intéresse à la production laitière. On suppose que dans le troupeau, eh bien, on a modélisé tout ça par l'utilisation de cette loi normale avec les paramètres qui sont là. Première question, donc la question A, on va nous demander de faire des calculs. La première partie de cette question A, c'est le calcul de la probabilité qu'une vache choisie au hasard produise entre 5900 et 6100 litres de lait. Très bien. De toute façon, pour faire ce calcul, je n'ai pas d'autre choix que de me ramener à la loi normale centrée réduite. Donc ici, il faut que je retire 6000 et que je divise par 400. 5900 moins 6000, ça me fait moins 100. Moins 100 divisé par 400 moins un quart, donc moins 0,25. Ici, j'aurai mon x étoile. 6100 moins 6000, ça me fait 100. 100 divisé par 400, 0,25. J'ai de la loi normale centrée réduite, mais je ne peux toujours pas faire ce calcul-là. Il faut que je revienne à ce que l'on a vu dans un exercice précédent, c'est-à-dire qu'ici on aura la probabilité que x étoile soit inférieur ou égal à 0,25 moins 1, ou si vous préférez, 2 fois phi de 0,25 moins 1. On regarde le tableau, comment dire, la table de la loi normale, et pour ça, on lit environ là-dedans. Alors je ne sais plus combien on lit, mais quand on fait le calcul, on trouve 0,1974. Vous avez, à peu de choses près, 20% des vaches qui produiront entre 5900 et 6100 litres de lait. Deuxième question. La probabilité qu'une vache produise moins de 5500 litres de lait. Toujours pareil, on se ramène à la loi normale, centrée réduite. 5500 moins 6000, ça nous fait moins 500. Moins 500 divisé par 400, ça nous fait moins 5 quarts. Moins 5 quarts, on a donc moins 1,25. C'est-à-dire que on doit avoir directement phi de moins 1,25. Sauf que cette valeur-là n'est pas dans la table. Pour ça, on utilise une technique que l'on a aussi vue jeudi dernier, c'est-à-dire que ça sera 1 moins phi de 1,25. On va regarder dans la table.
Et on doit trouver... la table nous donne 0,8944, donc 1 moins 0,8944, ça doit nous faire 0,1056. Ensuite, troisième calcul, on nous demande cette fois la probabilité que la vache produise, la vache que l'on a choisie, produise plus que 6250 litres. Toujours pareil, je reviens à la loi normale centrée réduite, produire donc 6250 moins 6000 divisé par 400, ça nous fait 250 divisé par 400, 25 quarantièmes, 5 huitièmes, 5 huitièmes, 0,625. Il faut que je fasse intervenir la fonction de répartition, c'est-à-dire non pas la probabilité d'être supérieur à quelque chose, mais d'être inférieur. Je passe donc par l'événement contraire. L'événement contraire, ici c'est 0,625, c'est celui-ci. Sauf qu'on a dit que pour ces variables aléatoires à densité, que l'on prenne inférieur strict ou inférieur ou égal, ça ne changeait rien. De cette façon, je fais bien intervenir ma fonction de répartition qui me permet de regarder dans ma table. Dans la table, on trouve 0,7324. Donc 1 moins 0,7324. Alors j'ai mis des égales un peu partout, mais j'aurais dû mettre des environs. Donc ça nous fait environ 0,2676. Voilà pour ces quelques petits calculs. Question suivante, une histoire d'intervalle centré. On nous demande de déterminer un intervalle centré en mu qui contient la production annuelle de lait d'une vache de ce cheptel avec une probabilité de 0,95. Un petit rappel, dans l'exercice toujours le 28 je crois, on a dit que pour tout alpha appartenant à R, il existait un unique... Alors, non, pour tout alpha appartenant à 0, hein, il existait un unique U alpha appartenant à R+, tel que la probabilité que moins U alpha plus petit que Y plus petit que U alpha était égal à 1 moins alpha, avec bien sûr Y qui suit la loi normale centrée réduite. On a calculé le U alpha qui correspondait à alpha égale 0,05 et on avait trouvé environ 1,96. On va partir de ça. Donc ici, la probabilité que l'on cherche, donc alpha, on veut 0,95. On veut que 1 moins alpha soit égal à 0,95, ce qui correspond, et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, à alpha égale 0,05. Donc on cherche U alpha tel que la probabilité que x étoile soit compris entre moins U alpha et U alpha soit égal à 0,95, et donc ici, on a donc la probabilité d'être entre moins 1,96 et 1,96 qui vaut 0,95. Sauf que ça n'est pas x, c'est x étoile, mais c'est pas grave, parce que ce x étoile, on sait que c'est x moins mu sur sigma. Donc écrire ça, ça revient à dire que la probabilité, je multiplie tout par sigma, que moins 1,96 sigma plus petit que x moins mu plus petit que 1,96 sigma est égal à 0,95, et j'ajoute mu de chaque côté. La probabilité que moins 1,96 sigma plus mu plus petite que x plus petit que plus 1,96 sigma plus mu égale 0,95. Ici, on a bien un intervalle. Hein. X est dans un intervalle, il est compris entre deux bornes, pas de problème. Et si on regarde bien, on s'éloigne autant à gauche qu'à droite de mu. On s'éloigne de 1,96 sigma. Donc ça, c'est bien un intervalle centré en mu. Il n'y a plus qu'à faire le calcul, sachant que sigma égale 400 et mu égale 6000. Donc ici, on aura la probabilité d'être entre 5216 et si on fait le calcul ici, on trouve 6784.
est égal à 0,95. Conclusion de tout ça, 95% des vaches produisent entre 5216 et 6784 litres de lait par an. Donc la question C. Cette fois, on cherche une valeur que je vais appeler A appartenant à R+, telle que la probabilité de produire plus que A est égale à 0,2. Toujours pareil, on va se ramener à la loi normale centrée réduite. Ça revient à dire que la probabilité que x étoile soit supérieure à A moins mu sur sigma doit être égale à 0,2. Je vais appeler cette chose-là petit b. Ça revient à dire donc que la probabilité que x étoile soit supérieure ou égale à b doit être égale à 0,2. Pour pouvoir faire intervenir la fonction de répartition, je passe aussi à l'événement contraire. Donc ici, je devrais avoir strict, mais on peut prendre égal, ça revient au même. Ce qui veut dire que 1 moins phi de b doit être égal à 0,2. En d'autres termes, si 1 moins phi de b égale 0,2, il faut que phi de b soit égal à 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Et maintenant, je peux aller dans ma table chercher un antécédent de 0,8. D'après ma table, ça revient à dire que b égale 0,84. Alors ici, c'est environ. En d'autres termes, vous avez le a moins mu sur sigma qui doit être égal à 0,84. Si vous préférez, A, ça sera 0,84 sigma plus mu, ce qui nous fait 6336. 20% des vaches vont produire plus de 6300 litres de lait par an. La question 3, cette fois on ne connaît pas ni mu ni sigma et on essaye de les trouver. On essaye de déterminer mu et sigma pour que 80% des appareils aient une durée de vie comprise entre 120 et 200 jours. Donc ici, on veut que la probabilité d'être compris entre 120 et 200 soit égale à 0,8. Et on veut également que la probabilité d'avoir une durée de vie inférieure à 120 jours soit de 0,05 puisqu'il s'agit de 5%. Toujours pareil, on se ramène à la loi normale centrée réduite. Donc ici on aura P de 120 moins mu sur sigma, qu'on ne connaît pas, plus petit que x étoile, plus petit que 200 moins mu sur sigma, et ça doit être égal à 0,8. Et ici la probabilité que x étoile soit inférieur à 120 moins mu sur sigma doit être égal à 0,05. Voilà ce que l'on cherche. Calculer cette probabilité à l'aide de la fonction de répartition. Fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, puisque x étoile suit la loi normale centrée réduite. Et bien ici, donc, on va avoir phi de 200 moins mu sur sigma, moins phi de 120 moins mu sur sigma, qui doit être égal à 0,8. Et ici, la deuxième ligne, c'est tout simplement phi de 120 moins mu sur sigma, qui doit être égal à 0,05. Et ici, vous remarquez qu'il y a la même chose. Donc, on va pouvoir le remplacer facilement. Donc ici, phi de 200 moins mu sur sigma, moins 0,05 égale 0,8. Donc ici, on doit avoir 0,85. Et ici, phi de 120 moins mu sur sigma, toujours égal à 0,05. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher les valeurs qui vont bien dans ma table. D'après la table, j'obtiendrai donc que 200 moins mu sur sigma doit être égal environ à 1,04. C'est la table qui me le donne.
La deuxième, petit problème, ma table de valeurs commence à 0,5 et donc non pas à 0,05. Ça veut tout simplement dire que ce 120 moins mu sur sigma, en fait, c'est un nombre négatif. Donc je vais passer par ce que l'on a dit, c'est-à-dire que je vais calculer 1 moins phi de moins 120 moins mu sur sigma, qui doit être égal à 0,05. Je recopie la première ligne pour le moment, je ne peux rien en faire, puisque évidemment je vais avoir un système de deux équations à deux inconnus, mais pour le moment, je le laisse comme ça parce que je n'ai pas ma deuxième ligne. De la deuxième ligne, je vais tirer que phi de moins 120 moins mu sur sigma doit être égal à 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Et là, je peux aller lire dans la table. Donc j'aurai toujours 200 moins mu sur sigma qui sera égal à 1,04. Et là, si je lis dans ma table, je vais trouver que moins 120 moins mu sur sigma doit être égal à, d'après la table, 1,65. Je n'ai plus qu'à transformer mon système et à le résoudre. Alors c'est un peu long, mais en fait c'est pas du tout compliqué une fois qu'on a bien la méthode. Donc ici j'aurai que 200 doit être égal à 1,04 sigma plus mu. Ici j'aurai que, donc je vais tout multiplier par moins 1. Donc j'aurai que 120 sera égal à moins 1,65 sigma plus mu. Je vais résoudre, donc la première je la garde comme ça par exemple. La deuxième, je vais faire la première moins la deuxième, donc 200 moins 120, ce qui me fait 80. 1,04 moins 1,65, donc ça me fait 1,69. Et je n'ai plus de mu. Donc j'aurai ici sigma qui sera 80 sur 1,69, ce qui me fait environ 47,33. Et ensuite, j'aurai que mu sera égal par exemple à 200 moins 1,04 sigma, c'est-à-dire 200 moins 0,4 par 47,33, 150,78. Donc si on veut modéliser cette variable aléatoire, enfin cette durée de vie avec une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, il faut que mu soit environ de 150,78, on peut prendre 151, hein, et sigma environ 47,33, on peut prendre 47. Est-ce que